Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon, bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 37 ans. J'habite en Bretagne dans le Finistère et je suis la maman d'un jeune garçon de 11 ans. Je suis aussi, où j'étais, je sais pas trop comment il faut dire, mais la femme de Mousse, mon amoureux. Il est décédé d'une tumeur cérébrale le 10 décembre 2021. Il avait 46 ans. Alors Mousse était un sacré bonhomme. C'était une force de la nature. Une force tranquille aussi. Un gars humble, un gars passionné, un gars cultivé. Mousse, il aimait la pêche, il aimait la plongée, il aimait la musique, il aimait la mer plus que tout, le bodyboard, l'apiculture, le bricolage, le jardinage et tant de choses encore. Il perdait pas une minute, jamais. Il fallait jamais perdre une minute, pas de temps à perdre. Et heureusement qu'il en a pas perdu du temps, parce que ça a été tellement court. Lui et moi, ça a été un coup de cœur. C'était 17 ans d'amour, réciproque. Je l'aimais passionnément. Je l'aime toujours passionnément. Alors on a avancé ensemble, on a construit ensemble, on a fait plein de choses. On a eu le résultat de notre amour, notre petit garçon. Notre histoire, elle était belle. Je dis toujours que notre histoire, elle a été belle du début à la fin. Quand je dis ça, ça n'a pas été beau ce qu'on a vécu à la fin. Mais en fait, c'est notre amour qui a été beau. Parce que ça se voyait dans nos yeux. Ce qui revenait toujours des gens autour, c'est que l'amour, jusqu'à la fin, se voyait dans nos yeux, en fait. Et ça, c'est beau. Cet amour, il était réellement sincère, déjà. Cet amour, il était très fort. Et du temps qu'on a vécu ensemble, on s'est donné l'un à l'autre tout ce qu'on pouvait, autant dans les moments les plus beaux que dans les moments les plus durs. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'a porté pour y arriver, c'est l'amour en fait. C'est que ça qui a fait que j'y suis arrivée. La maladie, elle est arrivée très subitement. Ça a commencé par une fatigue intense. Il était fatigué tout le temps. Et ça a duré des mois quand même. Ça m'inquiétait beaucoup parce que Mousse qui fait rien, c'est pas normal en fait. Alors il faisait des choses, mais on voyait qu'il fallait toujours pousser pour y arriver. Il bâillait tout le temps. Il avait beau dormir, il bâillait tout le temps. C'était incroyable. Et un jour, il a commencé à perdre ses mots.
Et ça fait vraiment bizarre en fait, quand il te dit un mot à la place d'un autre. Alors la première fois, tu le reprends, mais en même temps, tu te dis, bon, bah voilà, ça arrive, fatigue. Mais c'est arrivé quelques fois, c'est arrivé pas tout le temps non plus, mais quelques fois. Et tout ça, ça m'a mis la puce à l'oreille et du coup, je lui ai fait faire des analyses de sang, je lui ai fait prendre des compléments par rapport à la fatigue, des cures de vitamines, tout ça. Mais rien n'y faisait en fait. Alors je continuais vraiment, mais vraiment à m'inquiéter. Et un jour, c'est les copains qui ont vu. Et de là, j'étais plus la seule en fait à dire les choses. Donc du coup, il a accepté de rappeler un médecin. Et ce médecin a pris les choses en main et a programmé un scanner en fait. Et c'est ce scanner qui a montré un truc, comme il m'avait dit, au niveau du lobe frontal gauche. Donc on a été très vite emmenés à l'hôpital. Il a fallu quelques jours et puis on a eu le diagnostic d'une tumeur cérébrale. Il est resté plusieurs jours à l'hôpital, le temps d'avoir une biopsie, des examens, tout ça. Là, le monde s'écroule en fait. Le monde s'écroule parce que une tumeur cérébrale, tu sais ce que c'est, mais pas trop quand même. Alors moi, je sais, je suis un peu curieuse et du coup, j'ai regardé sur Internet. Et là je peux vous assurer que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps durant des heures et des heures. Mais en même temps, très rapidement, je ne pouvais pas lui montrer. Je suis rentrée dans le combat avec lui parce que lui, il était de suite dans le combat. Une anecdote de le voir, d'être à l'hôpital avec lui et de pas être très jovial du coup. Et ce jour-là, il m'avait dit tu vas pas faire cette tête toute la journée, sinon ça va pas le faire, quoi. Donc à ce moment-là, t'as pas le droit en fait. T'as plus le droit. T'as plus le droit de pleurer, donc tu ravales. Et pour lui, tu fais. Et suite à ça, ça a été très rapide en fait. Je pense qu'au bout d'un mois, il marchait plus. Au bout de 2 mois, peut-être, il ne parlait plus. Et ça a duré 11 mois et demi. Ça a été 11 mois et demi de combat. À ce moment-là, je suis devenue aidante. Je suis devenue donc aide-soignante, infirmière. Je tentais de rester épouse. J'étais aussi maman. Mais tu peux pas t'arrêter. Alors certes, il y a tout un réseau qui s'est formé autour de nous, la famille, les amis, le corps médical, les infirmières, la kiné, la psychologue. Mais pour autant, on s'arrête jamais. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un homme qui devient dépendant à 100%. À 100%. Il ne pouvait plus strictement rien faire. Mais pas le choix. Tu l'aimes plus que tout. Parce que la maladie, elle n'a rien changé en mon amour pour lui. Donc on tente d'avancer. Mais je peux vous assurer que c'était la chose la plus dure que j'ai pu vivre de toute ma vie. C'est de voir la personne qu'on aime le plus au monde devenir une autre personne, entre guillemets. Une autre personne. Alors on communiquait par des pouces pour dire un pouce levé ça voulait dire ok, un pouce à l'envers c'était pour dire non. Bon alors des fois c'était ça mais des fois c'était pas trop ça. C'était hyper compliqué. Et je peux vous dire que la communication, quand il y en a plus, la communication verbale,
C'est atroce en fait, parce qu'on n'y arrive plus, parce que moi je pensais que c'était comme ça, mais en même temps j'étais pas sûre à 100%. Mon fils il dit toujours, papa est plus là, et c'est vrai que quand il était là, et même s'il parlait plus, il y avait toujours les câlins, il y avait toujours le toucher, et ça c'était beaucoup parce que voilà, un soir il a réussi à dire le prénom de mon fils, et je vous laisse imaginer la réaction de mon fils à ce moment-là. Ça a été un cadeau, mais alors papa qui avait dit son prénom, quoi. Et ça a été incroyable. Sauf que le temps avançait, mais à chaque cure de chimiothérapie, il était encore plus fatigué. Alors un jour j'ai eu le radiothérapeute au téléphone. Et en fait, on faisait le point de comment il allait, tout ça. Et je lui dis, là, il est très fatigué. Quand il est en cure de chimio, c'est très, très dur. Parce que c'était moi qui donnais la chimio, c'était moi qui donnais. Puis du coup, c'était à moi d'évaluer comment il était. Et ce jour-là, il m'a dit, s'il est fatigué, on arrête la chimio. Alors, je vous laisse imaginer ce qui tenait sur mes épaules, quoi. Alors, je lui dis, mais finalement, si je vous avais dit que c'était bon, on continuait, quoi. Et là, il m'a répondu, non, parce que non, vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui prenez la décision, chimio ou pas, de toute façon, un jour, ça repartira. Alors là, on a stoppé. On a stoppé la chimio, ça s'arrangeait pas, mais en même temps, avec ou sans, on ne voyait pas non plus une grande différence. Et au dernier IRM qu'il a passé, ce jour-là, on m'a parlé d'une hospitalisation. Une hospitalisation en soins palliatifs. Alors moi, quand on m'a proposé ça, je les ai freinés de suite et je dis non mais attendez, là, s'il part en hospitalisation, ma crainte, moi c'était ma plus grande crainte, c'est qu'il ne revienne pas à la maison. L'idée de cette hospitalisation, pour eux, c'était de faire le point sur la situation, parce que les repas étaient devenus très compliqués. À la maison, ça devenait compliqué aussi. Alors du coup, c'était de faire le point, voir s'il fallait le sonder au niveau des repas. Enfin, il fallait qu'une équipe médicale soit autour de lui H24 finalement pour évaluer tout ça. Au début, je voulais pas. Alors les soins palliatifs ont pris contact avec moi, m'ont parlé. Et effectivement, quand je leur parlais et quand Jim me parlait, je me disais oui, il faut, mais je voulais pas lâcher, je voulais pas l'abandonner, je voulais pas le laisser partir. Est-ce que c'est égoïste? J'en sais rien, mais en tout cas, j'avais peur. Donc, ils ont amené une infirmière et un médecin pour me persuader de l'hospitaliser. Et c'est vrai que ils ont réussi à me persuader. Mais par contre, on était sur un retour à domicile dès que possible avec, évidemment, un lit médicalisé et tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, ce qui est revenu de tout ça bien après, ce qui m'a été rapporté, c'est justement que ces gens-là, le jour où ils sont venus, qu'ils ne nous connaissaient pas du tout, ce qu'ils ont vu entre nous, c'était de l'amour. Rien que dans nos yeux, ils ont vu de l'amour. Et ça, que ça vienne de gens qui ne nous connaissaient pas, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit finalement, oui, c'est pas des gens qui me connaissaient et qui avaient envie de me faire plaisir en me disant mais si, regarde l'amour qu'il y a. Non, ils nous connaissaient pas. Et ça m'a vraiment touchée. Et donc, une fois qu'ils m'ont persuadée, on a programmé. Et donc, le 1er décembre, l'ambulance est venue le chercher pour partir à l'hôpital. Et de ce jour-là, en fait, il n'a plus eu aucun effort à faire.
puisqu'à la maison, tout lui demandait encore des efforts. Je pense qu'il m'aidait aussi, il nous aidait. Et sauf qu'arrivé à l'hôpital, tout le monde faisait tout pour lui, ce qui était sûrement mieux. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme si du coup, ça avait lâché, quoi. Ça avait lâché. De jour en jour, on voyait que c'était compliqué et assez vite, il mangeait de moins en moins. Rapidement, on m'a dit, on le sondera pas. On le sondera pas parce que s'il n'arrive plus à se nourrir, ça veut dire que la tumeur a pris trop de place. Alors ils ont arrêté de le nourrir assez vite. Ça c'est pareil, c'est atroce parce que t'entends le ventre de ton mari qui gargouille et tu te dis c'est pas possible de laisser les gens sans manger en fait. Donc tu appelles les médecins, tu dis mais vous pouvez pas laisser quelqu'un sans manger, tout ça. Mais ils me disent voilà, lui très rapidement il n'aura plus la sensation de faim, tout ça. Donc quoi. Ça faut l'entendre quoi. T'es consciente là qu'on va pas vers du mieux. Moi j'étais très consciente de ce qui allait se passer. Mais en même temps, c'est trop dur d'accepter qu'il va partir. En même temps, tout ce que je craignais dans le fait de l'hospitaliser, et tout ce que je craignais était en train de se produire. Mais voilà, on y était, et en même temps, est-ce qu'à la maison ça aurait été mieux ? Je ne pense pas. Et nous, on a confiance à ce moment-là. On était quand même suivis par une équipe vraiment adorable, qui était là pour lui, mais autant pour nous finalement, parce qu'ils connaissaient l'issue et voilà, ils étaient adorables. On pouvait aller, mais à n'importe quel moment, tout le temps. Ces gens-là m'impressionnent par leur force, mais aussi leur sensibilité, parce que moi, j'en ai vu des médecins ou infirmières avoir presque les larmes aux yeux devant moi. Parce que quand t'as des gens qui sont jeunes, et c'est dur d'être confronté à tout ça. Ensuite, ils ont décidé de l'hydrater, parce que c'est vrai que je trouvais ça incroyable de plus rien lui donner à manger, alors ils ont décidé de l'hydrater quand même. Et l'hydratation, elle a rapidement provoqué des encombrements pulmonaires. Du coup, c'était pire que tout. Donc t'es là, t'es présente en fait. Moi j'y ai passé mes journées, je restais toute la journée, tous les jours, avec quand même ce sentiment de plus être utile en fait. Parce que pendant 11 mois, t'as tout fait, t'as tenu tout à bout de bras. Et là d'un coup, quand ils font un soin, ils te demandent de sortir. Et ça, c'est hyper dur en fait, parce que je me rappelle d'un jour où ils m'ont demandé de sortir, et ils m'ont retrouvée en pleurs dans le couloir, et ils m'ont dit mais madame, j'ai dit, mais vous vous rendez compte que j'ai tout fait pendant 11 mois et demi, et que là d'un coup vous me demandez de sortir. À ce moment-là, ils se sont excusés, mais c'est moi qui ai réagi comme ça parce que c'était hyper dur. Parce que pour lui ça a lâché, mais moi c'était aussi très difficile du coup de lâcher en fait, de lâcher le rôle que j'ai tenu pendant tout ce temps. Je le voyais même physiquement se transformer et c'était trop dur de le voir comme ça. À ce moment-là, c'est la fin. Mais toi, t'es toujours dedans, donc tu vois pas ça, quoi. Tu sais que ça va pas, mais t'es là, en fait. T'es là, et tu restes là. Et voilà, on arrive au 9 décembre, où là, on me dit que c'est plus qu'une question de jours ou de semaines. Et donc, il faut se préparer. Là, je rentre. Ce soir-là, je rentre. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai eu dans la tête à ce moment-là pour rentrer. Parce qu'en fait, ça aurait pu arriver à tout moment. Et je crois qu'ils m'ont dit, voilà, en tout cas, on voit pas de signe que ça arrivera ce soir.
tout ça. Donc je suis rentrée. En tout cas, j'avais besoin de voir mon fils et il fallait que je lui parle. Donc je suis rentrée et je lui ai dit que les médecins étaient très inquiets. Il avait compris qu'en tout cas papa pouvait mourir. Quelques jours avant qu'il parte à l'hôpital, moi je voulais vraiment m'assurer que Tilio avait compris les choses. Il avait vu la psychologue ce jour-là et elle m'a dit je n'ai pas pu lui dire les choses jusqu'au bout. Tilio lui avait demandé si papa allait reparler. Donc ça, elle lui a dit non, il ne reparlera pas. Mais il retournait à l'école l'après-midi, donc c'était pas possible en fait de l'amener jusque-là. Et moi, le soir, j'ai eu une conversation avec lui et je lui ai dit, tu sais, je crois que toi et moi, on a exactement la même peur. Et là, il m'a dit, ouais. Et je lui ai dit, ta peur, elle commence pas par un M. Et il m'a répondu, si, et elle finit par un T. Mais on n'en parle plus, maman. De là, moi, j'étais soulagée parce qu'il avait compris, en fait. Il avait compris. Donc ce soir-là, je rentre et je lui dis, voilà, les médecins sont très, très inquiets. Donc lui, il me dit, j'ai envie de passer une bonne soirée, maman, s'il te plaît. Donc je m'arrête assez vite, finalement, mais en tout cas, il voit ma tête que ça ne va pas du tout. Et je lui dis, ok, je te laisse tranquille pour ce soir, mais par contre, demain au matin, on y va. Et on y va tôt, quoi. Et il me dit, ok, mais moi, j'ai envie de parler à un médecin. Je veux parler à un médecin, mais tout seul. Alors Tilio a vu un médecin. Il l'a vu tout seul. Je sais pas vraiment ce qu'il lui a dit. Je sais pas, mais en tout cas, il a pu échanger avec le médecin. De là, il est revenu. Il a joué dans la chambre. Et après, ils sont partis, en fait. Il a dit au revoir à papa. Et il m'a dit, après, que quand il lui avait dit au revoir, il savait à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'il le voyait vivant. Donc les enfants, ils comprennent énormément de choses, bien sûr. Ensuite, ça n'a fait que s'empirer. Et vers 13h, 13h30, on nous a dit que là, c'était une question d'heure. Et que du coup, il fallait rappeler la famille. Moi, je suis restée avec lui toute la journée. Sa sœur est revenue, ses parents sont venus, ma mère est venue. Les gens proches sont venus, en tout cas. Et on est resté près de lui jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Nous, c'est parti à 18h. Le mot de mon fils, ça a été de dire que papa, il était soulagé, que papa, il était apaisé. Et c'est vrai, finalement. Parce que Mousse, il aurait été révolté, en fait, d'être dans l'état dans lequel il a été. Il aurait été révolté. Je sais pas quelle conscience il avait, mais en tout cas, il faisait pas malheureux. Mais le gars qu'il était avant tout ça aurait été révolté d'être comme ça, quoi. Donc voilà, il était apaisé. Et c'était fini. C'est fini. Et vivre quelque chose comme ça, là maintenant, je crois que j'ai plus peur en fait de la mort. J'ai plus peur. Je pouvais pas le vivre de plus près avec la personne que j'aimais plus que tout au monde. Là, j'ai plus peur en fait. Ensuite, on lui a rendu un hommage magnifique, des hommages magnifiques.
avec la famille, les copains, les nombreux copains, ses collègues de boulot et tous les gens qui le connaissaient et l'aimaient. Aujourd'hui, ça fait un an que nous c'est parti. Je dois dire que c'est toujours très dur. C'est toujours très dur parce que c'était l'homme de ma vie et qu'aujourd'hui, la vie, elle a forcément moins de sens pour moi. Mais j'ai mon fils, en fait. J'ai mon fils et je fais les choses, c'est vrai, en fonction de tout ce qu'il aurait aimé. Aujourd'hui, c'est ce qui me porte. J'ai besoin de ça. Il aurait été fier de moi, de savoir que ouais, je continue. Ouais, j'y arrive. Même si je pleure quasiment tous les jours. Parce que le manque est incroyable. Mais je dis toujours le manque, c'est le manque de Mousse d'avant, en fait. De celui qu'il était avant la maladie. Parce que la maladie, je voudrais pas la revivre. C'est juste horrible. C'était horrible. Faut savoir aussi que moi, je l'ai fait en étant atteinte d'une sclérose en plaques. Et donc, c'est pas simple tous les jours non plus. Mais je l'ai fait pour lui, comme je dis toujours, Mousse, c'était ma béquille. Et moi, j'ai été la sienne pendant un an. Je lui devais bien ça, en fait. Et puis, je l'ai fait naturellement. Tout ça, je l'ai fait naturellement. Et aujourd'hui, même si c'est dur, on n'a pas le choix d'avancer, on n'a pas le choix de continuer. J'ai un enfant à élever. Les enfants ont des ressources autres que nous, adultes. Mais en tout cas, c'est pour lui. Et puis, c'est lui qui me redonne le goût à la vie. Pour moi, c'était important de témoigner. Je crois que j'avais besoin aussi de laisser une trace de notre histoire. Mais c'était aussi m'aider personnellement à avancer dans toutes ces étapes qui forment le deuil, mais c'est aussi aider les gens qui, comme moi, se retrouvent dans une situation comparable, en tout cas, à la mienne. Et puis, voilà, je voulais parler de lui, je voulais parler de nous. J'ai toujours dit que c'est pas une histoire qui pouvait passer comme ça. Moi, j'ai connu un amour incroyable et je suis bien consciente que des gens ne le vivront jamais dans leur vie. Moi, ça a été trop court, mais je l'ai vécu et c'était magnifique. C'était beau. Mais profitez de chaque instant que la vie vous offre avec votre amoureux, votre amoureuse. La vie, elle peut basculer du jour au lendemain et ça, on a beau le savoir, on n'en profite quand même pas assez. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.